Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, lecture de Sylvie Morel-Pinatel. Chapitre 9. Les rigueurs de Lowood, d'ailleurs, diminuèrent avec le printemps qui venait. La neige fondait, les vents cinglants se calmaient, le gel ne figeait plus notre sang dans nos veines. Mes engelures guérissaient. Nous pouvions passer les récréations au jardin. Le soleil fit naître au parterre brun un duvet de verdure. Les fleurs commençaient à s'ouvrir. Perce-neige et crocus, auricules pourpres et pensées aux yeux d'or. On nous emmenait maintenant en promenade les jeudis après-midi, et nous trouvions plus de charme encore aux fleurs cachées sous les haies. Je découvris aussi du plaisir à contempler, au-delà des murs du jardin, le cirque de sommet qui enfermait ce trou d'ombre et de verdure où courait, sur des pierres noires, un scintillant ruisseau. Le paysage n'était plus le même que sous le ciel de fer de l'hiver, lorsque la glace l'immobilisait, que la neige l'attristait, qu'un brouillard déchiré par le vent d'est s'enroulait aux rochers rouges, tandis que les forêts n'étaient qu'une armée de squelettes. Un lumineux mois de mai acheva de parer les arbres et les gazons, les mousses tapissaient tous les creux, les primevères étalaient leurs tapis de soleil. Je pouvais, en toute liberté, m'abandonner aux joies de la nature, dans la solitude et sans surveillance. C'était chose nouvelle, mais je vais en donner la raison. Si le site de Lowood était agréable, il était en revanche malsain, humide, et ce printemps trop brusque fit éclore tous les miasmes, et ces brumes semèrent le typhus, transformant l'école en hôpital. La sous-alimentation, les rhumes négligés, avaient prédisposé les élèves à la contagion. Plus de la moitié d'entre elles s'alitèrent. On suspendit les cours, les règlements se relâchèrent, et celles qui n'étaient pas malades purent dès lors vivre sans contrainte, d'autant plus que le médecin avait recommandé le grand air et les exercices physiques. En fût-il allé autrement, personne n'aurait eu le loisir même d'imposer des contraintes. Miss Temple se consacrait tout entière aux malades, ne s'octroyant qu'un moment de repos dans la nuit. Les maîtresses passaient leur temps à faire les bagages de qui avait la chance d'être accueillis par des amis. Beaucoup d'enfants n'arrivèrent dans un foyer que pour y mourir, d'autres moururent à l'école et furent ensevelis très vite. Et cependant que mai resplendissait sur les collines, la maladie et la mort hantaient Lowood. La tristesse et la terreur collaient à ses murs. De nauséeux effluves d'hôpital traînaient dans ses corridors. Mais les remèdes ne pouvaient plus enrayer le fléau. Le jardin ne dispensait sa splendeur que pour des bouquets funéraires. La maladie m'ayant épargné, je passais mes jours à courir la campagne avec celles qui étaient restées vaillantes. Mr. Brocklehurst se gardait bien d'approcher. L'économe avait fui, épouvanté, et la personne qui la remplaçait, ignorante des coutumes de la maison, faisait preuve d'une certaine générosité. D'autre part, les malades mangeaient peu, ce qui augmentait nos rations. Lorsque le temps manquait pour préparer les repas, ce qui arrivait souvent, on nous gratifiait de larges tranches de pâté, de pain et de fromage que nous emportions dans les bois. J'avais élu domicile sur une île, dalle large et lisse au milieu du ruisseau que je traversais pieds nus pour m'installer avec une compagne sur cette pierre blanche, juste assez grande pour deux. Je prenais plaisir à la compagnie de Mary Ann Wilson, qui était spirituelle, originale, et savait me mettre à l'aise. Elle avait le don du récit, moi celui de l'analyse. Elle aimait à renseigner, moi à questionner, de sorte que nous nous entendions à merveille. Pourtant, ces anecdotes amusantes ne pouvaient me faire oublier l'élévation des conversations d'Ellen Burns. C'est à elle qu'allait mon affection la plus tendre. C'est à elle
qu'elle est toujours l'attachement le plus profond, le plus respectueux qui ait jamais animé mon cœur. Si je ne passais pas avec elle ces douces journées de liberté, ce n'était point que je l'eusse oubliée, mais parce qu'elle était malade. Depuis plusieurs semaines, on l'avait isolée, et je ne savais même pas où était sa chambre. Je savais seulement qu'elle n'était pas dans la partie du bâtiment où l'on soignait les contagieuses, car elle était tuberculeuse, et dans mon ignorance, je croyais qu'il s'agissait là d'un mal anodin que le temps et les soins allaient guérir rapidement. Comme Miss Temple l'installait au jardin lorsque les après-midi étaient chauds et ensoleillés, je la voyais de la fenêtre de la classe, mais on ne m'autorisait pas à aller lui parler. Par une soirée de juin, Marie-Anne et moi, nous étions attardés dans les bois. Séparés des autres, comme de coutume, nous nous étions à ce point éloignés que nous avions fini par nous perdre et que nous avions dû demander notre route dans une maisonnette solitaire. La lune se levait lorsque nous regagnâmes l'école. Devant l'entrée, il y avait un cheval que je reconnus pour être celui du docteur, et Marianne remarqua que quelqu'un devait être bien malade pour qu'il fût venu à cette heure tardive. Elle rentra pendant que je restais encore à repiquer des plantes que j'avais déracinées dans la forêt. La nuit était douce. La rosée exaltait le parfum des fleurs, et l'Occident, clair encore, promettait un beau lendemain. La lune grave et sereine s'arrondissait à l'est. Le bonheur de vivre me pénétrait, et je songeais combien il était atroce d'être sur son lit de mort, appelé à quitter ce monde pour un autre. Mais quel autre? Et pour la première fois, je fis un effort pour envisager l'éternité. Mais les golfs insondables, les profondeurs vertigineuses qu'elle ouvrait à mon imagination me firent frissonner. La porte d'entrée qui grinçait me tira de mes réflexions. Mr. Bates sortait accompagné d'une infirmière. Quand il fut parti, je me précipitai vers elle. « Comment va Hélène Burns ?»« Très mal. »« Est-ce elle qui est venue voir Mr. Bates ?»« Oui. »« Et que dit-il ?»« Qu'elle ne sera plus longtemps parmi nous. » Hier encore, j'aurais compris dans cette réponse qu'elle s'en retournerait dans le Northumberland. Aujourd'hui, je compris aussitôt qu'elle était mourante. La terreur m'envahit, la douleur me submergea. J'éprouvais le désir, la nécessité de la revoir. Je demandai dans quelle chambre elle se trouvait. « Dans celle de Miss Temple », répondit l'infirmière. Puis-je aller lui parler? « Oh non, mon enfant, c'est impossible. Il faut rentrer maintenant. Vous allez tomber malade si vous restez dehors quand descend la rosée. » L'infirmière ferma la porte et je rentrai par celle qui s'ouvrait sur la classe. Il était 9 heures et j'arrivais juste à temps pour l'appel du soir. Je ne pus m'endormir et 2 heures plus tard, le silence absolu du dortoir, me disant que toutes mes camarades dormaient profondément, je me levai et me glissai pieds nus vers la chambre de Miss Temple. Elle était à l'autre bout de la maison, mais la lune, découpant des carrés blancs tout au long du corridor, m'éclairait assez pour me guider. Je me hâtai sans bruit vers la porte des contagieuses. Une infirmière y veillait la nuit durant, et je craignais de me faire renvoyer si l'on me surprenait. Pourtant il fallait que je revoie Hélène. Il fallait que je l'embrasse une dernière fois. Il fallait que nous échangions un dernier mot. Tout était calme. La lumière filtrait par le trou de la serrure. La porte de la chambre de Miss Temple était entrebâillée. Angoissée, je l'ouvris
redoutant de me trouver devant la mort. Près du lit de Miss Temple, on avait dressé un autre petit lit garni de rideaux blancs. La forme d'un corps se dessinait sous la couverture, mais un pli du rideau me cachait tout visage. La garde dormait sur un fauteuil. Une chandelle non mouchée brillait faiblement sur la table. Je posai la main sur le rideau, mais je préférais parler avant de le soulever, tant je craignais de contempler un cadavre. « Hélène, chuchotai-je, dormez-vous » Elle se souleva, écarta le rideau. Son pâle visage émacié était si calme, si peu changé, que mes craintes s'évanouirent. « Est-ce possible que ce soit vous, Jane ?» demanda sa douce voix. « Oh, pensai-je, elle ne va pas mourir. Ils se trompent tous. Elle n'aurait pas ce regard et cette voix paisible. » Je montai sur son lit et je l'embrassai. Son front était glacé, et glacé sa joue et sa main, mais elle avait son sourire d'autrefois. « Pourquoi êtes-vous venue, Jane ? Je viens d'entendre sonner 11 heures. Je suis venue pour vous voir, Hélène. On m'a dit que vous étiez très malade, et je ne pouvais m'endormir sans vous avoir parlé. Ainsi, vous êtes venue me dire adieu ? C'est le dernier moment. Où allez-vous, Hélène ? Retournez-vous à la maison ? Oui, à ma demeure, pour toujours, ma dernière demeure. Non, Hélène, non ! Bouleversée, je tentais de ravaler mes larmes. Un accès de toux saisit Hélène. Cependant, l'infirmière ne se réveilla pas. Épuisée, elle se reposa un instant, puis murmura. « Jane, vos petits pieds sont nus. Venez sous ma couverture. » Je m'allongeai près d'elle, elle m'entoura de son bras, et je me blottis contre son épaule. « Je suis très heureuse, Jane, et quand on vous apprendra ma mort, n'ayez point de chagrin. Elle vient sans que je souffre, et mon âme est tranquille. Il n'y a pas grand monde pour me regretter. Je n'ai que mon père, et il vient de se remarier. Je ne lui manquerai guère. En mourant jeune, j'échappe à de grandes souffrances. Je n'avais pas les dons nécessaires pour faire mon chemin dans la vie. Mais où allez-vous, Hélène? Le savez-vous? J'ai la foi. Je retourne à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu? Mon Créateur, le vôtre. Il ne permettra jamais que son œuvre disparaisse. J'ai confiance dans sa bonté. Je compte les heures qui m'accorderont sa présence. Êtes-vous sûre, Hélène, que le paradis existe? Je suis sûre qu'il y a une vie future, que je peux confier à Dieu la partie immortelle de mon être. Je l'aime, je crois qu'il m'aime. Et vous retrouverai-je, Hélène, quand je serai morte? Oui, chère Jane, nous serons réunis dans un séjour bien heureux. Jamais elle ne m'avait été plus chère. Je la serrais dans mes bras, comme pour ne point la laisser partir, et je posais ma tête sur son épaule. Je suis bien maintenant. Cette quinte de toux m'a fatiguée. Je crois que je vais pouvoir dormir. Mais ne partez pas, Jane. Je suis heureuse de vous avoir près de moi. Je resterai, Hélène chérie. Personne
ne pourra m'emmener loin de vous. N'avez-vous pas froid, petite? Non. Bonne nuit, Jane. Bonne nuit, Hélène. Nous nous embrassâmes et nous nous endormîmes toutes deux. Quand je me réveillai, il faisait jour, et quelqu'un me portait dans ses bras à travers le corridor. On ne m'avait pas grondé, mais on ne répondit pas non plus à mes questions. Ce ne fut qu'un jour ou deux plus tard que j'appris que Miss Temple, regagnant sa chambre à l'aube, m'avait trouvé endormie, les bras autour du cou d'Hélène morte. Elle est enterrée au cimetière de Brocklebridge. Pendant 15 ans, sa tombe ne fut qu'une motte de gazon. Maintenant, une stèle grise dit son nom, et ce seul mot, Résurgam. Chapitre 10. J'ai retracé jusqu'ici tous les détails de mon insignifiante existence. Je ne parlerai pas des 8 années qui suivirent, quelques lignes suffiront à les résumer. Quand le typhus eut accompli sa besogne dévastatrice à Lowood, l'opinion publique s'inquiéta. On mena une enquête sur l'origine du fléau, et des faits vinrent au jour qui soulevèrent l'indignation. On connut l'insalubrité de la région, la quantité et la qualité misérable de la nourriture, la nature putride de l'eau avec laquelle elle était préparée, l'insuffisance de notre habillement, tout cela au grand dépit de Mr. Brocklehurst et au bénéfice de l'institution. Plusieurs personnes de bien souscrivirent largement pour la construction d'un nouveau bâtiment dans un lieu plus propice. On fit de nouveaux règlements et on apporta des améliorations au régime et à l'hygiène. En raison de sa fortune et de sa situation sociale, on ne pouvait révoquer Mr. Brocklehurst. Il fut maintenu comme trésorier, mais partagea ses fonctions avec des hommes bienveillants et d'esprit large. Dès lors, Lowood devint une institution noble et efficace. J'y restai, après ces transformations, pendant 8 ans encore. 6 en tant qu'élève, 2 comme maîtresse. Pendant ces années, ma vie fut monotone, sinon malheureuse. En tant qu'élève, j'eus le goût des études et le désir de les mener à bien. En tant que maîtresse, je m'acquittai de ma tâche avec zèle pendant 2 ans. Puis mes idées évoluèrent. Miss Temple était restée jusqu'alors surveillante de l'institution, puis elle se maria et la quitta. Elle épousait un pasteur, un excellent homme, presque digne d'elle, mais qui l'emmenait loin de la région. Et ainsi je perdais celle qui m'avait servi de mère, d'éducatrice, celle à qui je devais tout ce que je savais, une amie enfin. Je changeais du jour où je fus privé de sa présence. Avec elle disparaissait ce qui faisait pour moi de Lowood un foyer. Elle avait eu sur mon caractère une heureuse influence, et je donnais le sentiment de m'être dominé, d'avoir la notion de l'ordre et du devoir, d'être calme. Mais la destinée avait pris le visage du révérend Mr. Nasmith, et lorsqu'elle monta avec lui dans sa voiture, lorsque j'eus vu disparaître celle-ci au-delà de la colline, une grande solitude s'abattit sur moi. Je gaspillais en rêveries moroses le jour de congé que son mariage nous avait valu. Je pensais regretter seulement cet abandon, mais lorsqu'après avoir passé l'après-midi à aller et venir dans ma chambre, lorsque je vis que le soir tombait, je réalisais qu'en si peu de temps, j'étais devenue autre. La sereine atmosphère qu'elle créait s'était dissoute, et le vieil homme se réveillait en moi.
Il me semblait que j'eusse perdu un aiguillon plutôt qu'un soutien, que la raison plutôt que la faculté d'être paisible m'eût été ôtée. Pendant des années, j'avais eu Lowood comme seul univers. Je ne savais rien d'autre que ses règlements. Maintenant, je me souvenais que le monde était vaste, vastes les espoirs, les craintes et les sensations qui attendaient ceux qui osaient affronter ces dangers pour y quêter la connaissance de la vie. En ouvrant la fenêtre, je ne contemplais plus le jardin de l'école, ni les collines qui moutonnaient à l'horizon, mais les pics bleus que je souhaitais franchir, la route blanche qui tout à coup me parlait de liberté. Je me souvins du temps où, pour la première fois, je l'avais suivi en diligence, de mon arrivée à Lowood, que je n'avais plus jamais quitté, où j'avais passé toutes mes vacances, car Mrs. Reed ne m'avait jamais appelé à Guest Head. Et rien ne m'avait mise en contact avec le monde extérieur, pas même une lettre. Ma seule expérience de l'existence se résumait à celle de la vie d'internat. Cela ne me suffisait plus. Un seul après-midi me lassa de 8 années de routine. J'aspirais à la liberté. Je n'osais l'espérer pourtant, et une prière me vint humble et presque désespérée. Que change au moins ma servitude. La cloche annonçant le souper, je dus descendre. Je ne pouvais reprendre le fil de mes pensées qu'au lit. Et même alors c'était difficile, car je partageais ma chambre avec une autre maîtresse dont le bavardage se prolongeait. Je souhaitais ardemment que le sommeil vînt tarir son éloquence. Et lorsque Miss Gryce se mit à ronfler, j'en fus pour la première fois satisfaite. Je repris alors mon soliloque intérieur. Une nouvelle servitude. C'est bien la seule évasion possible, c'est la vérité. Méfions-nous des mots tels que liberté, aventure, ce sont des pièges. Mais servitude, c'est une modeste réalité. N'importe qui peut servir. J'ai servi ici 8 ans. Maintenant, je veux servir ailleurs. C'est chose faisable. Oui, ce but n'est pas inaccessible. Si j'avais au moins l'esprit assez vif pour savoir employer les moyens permettant d'y arriver. Je m'assis dans mon lit, décidé à faire travailler le dit esprit. Ce que je veux, une nouvelle place, dans une nouvelle maison, parmi de nouveaux visages, dans des conditions différentes. Je ne désire que cela parce qu'il est vain de désirer mieux. Comment s'y prend-on pour trouver une nouvelle place? Faire appel à des amis? Je n'en ai point. Mais je ne suis pas seule dans ce cas. Comment font les autres? Ce problème commençait à m'échauffer. Je fis les 100 pas dans la chambre, m'attardai à regarder les étoiles, et grelottante retournai dans mon lit. Un bon génie avait dû déposer la réponse sur mon oreiller, car je songeais aussitôt. Une annonce! On met une annonce dans le journal! J'en ébauchai le texte. Je me voyais en chercher la réponse à la poste restante de l'automne. Je m'endormis satisfait. Je la rédigeai à l'aube. Jeune fille rompue aux exigences de l'enseignement. 2 ans d'expérience. Cherche place dans une famille auprès d'enfants en dessous de 14 ans. N'en ayant moi-même que 18 ans à peine, je ne m'imaginais pas donnant des leçons à des enfants plus âgés. Capable d'enseigner toutes les branches usuelles, ainsi que le français, le dessin et la musique. Répondre, J.I., poste restante, l'automne. Ce document passa la journée dans mon tiroir. Après le thé, je demandai à la nouvelle directrice
la permission d'aller faire quelques achats jusqu'à l'automne, ce qui me fut aussitôt accordé. J'en revins sous une pluie battante, mais le cœur léger. La semaine qui suivit me parut longue. Elle prit fin pourtant, comme toute chose en ce monde, et je retournai à l'automne. Le guichet postal encadrait une vieille dame portant lunettes d'écaille et mitaine noire. « Avez-vous quelque chose pour G.I. » demandai-je. Après bien des recherches au fond d'un tiroir et un long regard soupçonneux à l'enveloppe, elle me tendit une lettre. « Est-ce tout ?»« Absolument tout. » Je devais être de retour avant la cloche du soir et n'avais pas le temps de lire ma lettre en route. Puis les besognes quotidiennes m'absorbèrent. J'avais la surveillance de l'étude, c'était mon tour de dire les prières et de m'occuper du coucher des élèves. Lorsqu'enfin je me retirais avec Miss Grice, je constatais avec effroi qu'il ne restait qu'un petit bout de chandelle. Et je me dis qu'elle pourrait bien babiller jusqu'à son extinction totale. Par bonheur, elle s'endormit avant que j'eusse fini de me déshabiller et je pus lire ma lettre. Elle était brève. Si G.I. possède vraiment les qualités qu'elle indique dans son annonce de jeudi dernier, et qu'elle puisse donner des références satisfaisantes sur son caractère et ses compétences, une situation peut lui être offerte auprès d'une enfant de 10 ans pour un salaire de 30 livres par an. G.I. est prié d'envoyer ses références, nom, adresse et renseignements à Mrs. Fairfax, Thornfield, près Mycote. J'examinai longuement cette missive. Une écriture démodée, un peu tremblée, révélait une vieille dame. Cela me rassura, car je craignais que mes initiatives pussent me faire un mauvais pas. J'imaginais Miss Fairfax en robe noire et bonnet blanc, froide d'un tantinet, mais courtoise, le modèle de la respectabilité anglaise. Thornfield, c'était certainement le nom de la maison, une maison bien tenue, je n'en doutais pas. Mycote, je repassais dans ma tête la carte d'Angleterre. Mycote, une grande ville industrielle animée. Tant mieux, le changement serait complet. Encore que mon imagination ne fût guère séduite à l'idée des hautes cheminées empanachées de nuages noirs. Thornfield doit probablement être un domaine situé à quelque distance de la ville. Et mourut la chandelle. Mais le lendemain, il fallut prendre de nouvelles dispositions. Je devais parler de mes projets. J'obtins une entrevue avec la surveillante et lui fis part de mes intentions d'accepter une situation nouvelle où l'on m'offrait un salaire 2 fois plus élevé qu'à Lowood. Je la priais de me servir d'intermédiaire auprès de Mr. Brocklehurst et du comité et de bien vouloir fournir les références demandées, ce qu'elle fit de bonne grâce. Mais Mr. Brocklehurst jugea nécessaire d'informer Miss Reed puisqu'elle était ma tutrice. Il fallut attendre sa réponse, qui informait la directrice que j'étais libre, qu'elle ne s'occupait plus de mes affaires depuis longtemps. On me remit de bons certificats, au reçu desquels Miss Fairfax me fit savoir qu'ils étaient à sa convenance et qu'elle m'attendait dans 15 jours. Je hâtais mes préparatifs. Ma garde-robe était mince, mais suffisait à mes besoins. Le dernier jour, je fis ma malle, la même qui avait quitté Gateshead avec moi 8 ans auparavant. L'heure du départ approchait. J'étais nerveuse, incapable de me reposer, tout à la fièvre de mon changement d'existence, lorsqu'une servante vint m'annoncer que quelqu'un me demandait. Le porteur, sans doute, pensai-je. Et je courus dans les corridors lorsque je me heurtai à quelqu'un. « C'est elle, je l'aurais reconnue n'importe où !» s'écria la personne qui me saisit la main. Je la regardai. C'était une femme jeune encore, belle, aux cheveux et aux yeux noirs,
au teint frais, mise avec une certaine élégance. « Eh bien, qui suis-je » demanda-t-elle avec un sourire que je reconnus à demi. « Vous ne m'avez pas complètement oublié, j'espère, Miss Jane. »« Bessie, Bessie !» fut tout ce que je trouvai à dire. Je l'embrassai impétueusement, tandis qu'elle riait et pleurait à la fois. Nous entrâmes au parloir. Un petit garçon de 3 ans, vêtu d'un pantalon et d'une chemise à carreaux, était assis près du feu. « C'est mon fils, » dit Bessie. « Vous êtes donc marié ?»« Oui, depuis bientôt 5 ans. J'ai épousé le cocher Robert Leven. Et en plus de Bobby, j'ai une petite fille que j'ai appelée Jane. »« Alors vous avez quitté Gateshead ?»« Je suis à la loge depuis que le vieux portier a quitté. » « Eh bien, que se passe-t-il là-bas? Racontez-moi, Bessie. »« Bobby, venez sur mes genoux. » Mais Bobby préféra se serrer contre sa mère. « Vous n'êtes pas devenue bien grande, Miss Jane, ni bien robuste. On ne vous a pas trop bien soignée ici. Miss Eliza a la tête de plus que vous, et on en taillerait 2 de votre espèce dans Miss Georgiana. Georgiana est belle, n'est-ce pas, Bessie? Très. Sa mère l'a conduite à Londres l'hiver dernier. Elle y a été très admirée, et un jeune noble est tombé amoureux d'elle. Mais sa famille s'est opposée à ce qu'il l'épouse, et ils se sont enfuis ensemble. On les a retrouvés et arrêtés. C'est Miss Eliza qui les a découverts. Je crois qu'elle était jalouse. Aussi les 2 sœurs vivent-elles maintenant comme chien et chat. Et John Reed? Il ne fait pas plaisir à sa mère. Il a raté ses examens au collège. Ses oncles veulent le destiner au barreau. Il fait du droit. Mais je crains qu'il ne donne rien de bon, car il mène une vie très dissipée. Comment est-il physiquement? Il est très grand. Certains le trouvent beau garçon. Mais il a des lèvres tellement épaisses. Et Miss Reed? Elle a toujours un air de santé. Mais je crois qu'elle est rongée de soucis, car John dilapide l'argent. Est-ce elle qui vous envoie, Bessie? Certes pas. Mais il y a très longtemps que je désire vous revoir. Et lorsque j'ai su qu'une lettre de vous annonçait que vous quittiez Lowood, j'ai tenu à venir avant que vous ne soyez hors de ma portée. Surprenant son regard dépourvu d'admiration, je dis « Et je vous déçois, Bessie. »« Non, Miss Jane, je ne dirai pas cela. Vous êtes racée, mais vous n'étiez pas une beauté dans votre enfance. » Je souris de la franchise de Bessie, non sans un petit serrement de cœur. Quelle fille, à 18 ans, n'est-elle pas désireuse de plaire? En guise de consolation, elle ajouta « Je suis sûre, en revanche, que vous êtes douée et cultivée. Racontez-moi ce que vous savez faire. Jouez-vous du piano? » Un peu. Et comme il s'en trouvait un dans la pièce, je lui jouai 2 valses, ce qui l'enchanta. Ni l'une ni l'autre des demoiselles Reed n'en ferait autant, je vous l'assure. Et dessinez-vous. Vous voyez cette aquarelle au-dessus de la cheminée? Je l'ai faite pour remercier la directrice de sa bienveillance. C'est magnifique, Miss Jane, tout aussi bien que ce que font les maîtres de dessin des demoiselles. Et le français? Je le lis et je le parle. Je savais que vous feriez votre chemin, Miss Jane, que votre famille s'occupe ou non de vous. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. N'avez-vous rien su de vos parents, du côté de votre père? Jamais. Miss Reed a toujours dit qu'ils étaient pauvres et méprisables.
Ils sont peut-être pauvres, mais ils sont aussi distingués que les Reed. Il y a bientôt 7 ans, un Mr. R est venu à Guest Head pour vous voir. Madame lui a dit que vous étiez à l'école à 50 000 de là. Il a eu l'air très déçu, car il ne pouvait s'attarder, partant pour un long voyage à l'étranger. Il avait très noble apparence, et je crois que c'était un frère de votre père. Savez-vous où il allait? Quelle île où l'on produit du vin, me suis-je laissé dire? Madère, suggérai-je. Exactement, c'est bien cela. Ainsi il repartit? Oui, il n'est resté que quelques instants. Madame l'a traité de haut. Après son départ, elle en parlait comme d'un servile marchand. C'était peut-être un négociant en vin. Nous bavardâmes 1 heure encore, puis nous nous séparâmes à l'entrée. Elle prenait la diligence qui la ramenait à Guest Head. Je partais vers Mycote et mon nouveau destin. Chapitre 11. La vie ressemble un peu à une pièce de théâtre, où à chaque tournant, le rideau s'ouvre sur un décor différent. La scène, ce soir-là, représentait, à l'auberge du roi George, à Mycote, une chambre pareille à toutes les autres chambres d'auberge, avec son papier à large dessin et son mobilier conventionnel, sous la lueur douce d'une lampe à huile suspendue au plafond. J'étais confortablement installé, près d'un bon feu, réchauffant mes membres engourdis par 16 heures de voyage en cette froide journée d'octobre. J'avais quitté l'automne à 4 heures du matin. L'horloge de Mycote sonnait maintenant 8 heures. La solitude me tourmentait. Je n'avais demandé cette chambre qu'après m'être enquise si quelqu'un m'attendait, ici ou non. La réponse négative m'avait jeté dans une sorte de désarroi. Au bout d'une demi-heure, je sonnais, en proie à une réelle angoisse. « Y a-t-il un endroit du voisinage qui s'appelle Thornfield ?» demandai-je au portier. Il me répondit. « Je ne sais pas, madame, je vais me renseigner. » Il revint aussitôt. « Êtes-vous Miss R ?» questionna-t-il. « Oui. »« Quelqu'un vous attend en bas. » À la porte, je trouvai une voiture et un homme qui me dit brusquement. « Je suppose que voilà votre bagage. » J'acquiesçai, il hissa ma malle, et avant qu'il ne refermât la portière, je lui demandai à quelle distance nous étions de Thornfield. « Environ 6 000. »« Combien de temps mettrons-nous ?»« 1 heure et demie, environ. » J'étais heureuse d'être bientôt au but de mon voyage. Je me laissai aller sur mon siège, et le rythme lent de la voiture berça ma rêverie. Remarquant la simplicité de la voiture, je conclus que Miss Fairfax ne faisait guère des pattes. Je préférais cela, car je n'avais vécu chez des gens riches qu'une seule fois, et j'y avais été très malheureuse. Si elle vit seule avec cette petite fille, pensai-je, et si elle est un tant soit peu aimable, nous nous entendrons bien. Je ferai de mon mieux. Prions Dieu que Miss Fairfax ne soit pas une seconde Mrs. Reed. D'ailleurs, en mettant les choses au pire, je peux la quitter. Rien ne m'obligera à rester. Je baissai la vitre pour chercher à me rendre compte du trajet que nous avions déjà parcouru. Nous avions dépassé Mycote, qui, à en juger aux multiples clignotements de ses lumières, devait être une ville importante. La région me paraissait bien différente de Lowood, plus animée, moins romantique. Les chemins étaient malaisés, la nuit brumeuse, le cocher avait laissé sa monture aller à son pas, et je crois bien que l'heure et demie prévue s'était sensiblement allongée, lorsqu'enfin il se tourna vers moi. « Sommes guère loin, à présent. » À nouveau, je regardais au dehors.
Un clocher se dessinait sur le ciel, au flanc de la colline. Une constellation indiquait un hameau. 10 minutes plus tard, l'homme ouvrait les vantaux d'un portail qui se referma bruyamment derrière nous. La maison était plongée dans l'obscurité. Seule la flamme d'une bougie tremblait derrière les rideaux d'une fenêtre. Une servante m'introduisit dans cette pièce. Je clignais des yeux, ébloui par la vive clarté d'un feu. J'étais dans une petite chambre agréable et douillette. Il y avait une table ronde devant la cheminée, et, dans un fauteuil ancien à dossier élevé, était assise la Miss Fairfax que j'avais imaginée, en robe noire et coiffe blanche, moins imposante pourtant, et plus douce. Pour parfaire ce tableau rassurant de confort domestique, elle tricotait, et un gros chat ronronnait à ses pieds. Comme j'entrais, la vieille dame se leva et vint aimablement à ma rencontre. « Comment allez-vous, ma chère? Je crains que vous n'ayez eu un voyage fastidieux. John conduit si lentement. Vous devez avoir froid. Venez près du feu. Miss Fairfax, sans doute? Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle m'offrit son propre fauteuil, me débarrassa de mon châle et se mit en devoir de défaire les cordons de mon bonnet. « Je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. »« Il n'y a pas là de peine. Mais vous êtes gelé. »« Lis, voici les clés de l'office. Voulez-vous préparer un vin chaud et quelques sandwichs, je vous prie. » Elle tendit à la servante un imposant trousseau. « Maintenant, approchez-vous de la cheminée. Votre bagage est-il avec vous? »« Oui, madame. »« Je vais le faire monter dans votre chambre, » dit-elle en sortant. Elle me traite comme une visite, pensai-je. Je ne prévoyais pas une réception aussi chaleureuse. Je n'avais pas entendu dire que ce fût l'accueil habituellement réservé aux gouvernantes. Mais j'hésitais à me réjouir trop tôt. Lorsque Lee apporta le plateau, elle débarrassa la table et me servit elle-même. J'étais confuse d'être l'objet de telles prévenances auxquelles rien ne m'avait accoutumée. Mais elle faisait les choses avec tant de naturel que je finis par accepter paisiblement son amabilité. Aurais-je le plaisir de voir Miss Fairfax encore ce soir? Que dites-vous, ma chère? Je suis un peu dure d'oreille. Je répétais ma question. Miss Fairfax? Ah, vous voulez dire Miss Varens. Varens est le nom de votre élève. Ce n'est donc pas votre fille? Non, je n'ai pas de famille. Je ne posais plus de questions, songeant à temps que ce n'est guère poli, et que les éclaircissements viendraient d'eux-mêmes. « Je suis si contente que vous soyez venue, » poursuivit-elle. « Ce sera si agréable d'avoir enfin de la compagnie. »« Oh, c'est une demeure agréable de toute façon. Un beau château, quelque peu laissé à l'abandon peut-être. Mais l'hiver est long dans la solitude. Il y a bien Lee, naturellement, et John et sa femme. De braves gens aussi. Mais on ne peut être familier avec eux, si l'on veut conserver quelque autorité. L'année dernière, vous vous souvenez sans doute de l'hiver rigoureux que nous avons eu. Je crois bien que nous n'avons vu personne en dehors du facteur et du boucher. Cela de novembre à février, et je me sentais gagnée par la mélancolie à être assise là, toute seule, soir après soir. Lee me faisait bien parfois la lecture, mais n'appréciait guère cela. L'été, tout est différent. Le soleil, les longues soirées sont un plaisir. Et puis, au début de cet automne, Adèle Varens est arrivée avec sa nurse. Un enfant remplit aussitôt une maison. Et maintenant que vous voilà,
je sens que je vais être très heureuse. » J'étais touchée de cette sympathie. Je rapprochai un peu mon fauteuil du sien pour lui dire combien j'espérais qu'elle ne serait pas déçue. « Mais je ne veux pas vous faire veiller, » dit-elle. « Il est minuit. Vous avez voyagé toute la journée. Vous devez être fatigué. Je vais vous conduire à votre chambre. Je vous ai fait préparer une petite pièce près de moi. Il y a de vastes chambres dans la maison, et mieux meublées, mais elles me paraissent si lugubres que je n'y dormirai pas moi-même. » Je la remerciai de son attention. Elle prit la chandelle et je la suivis dans l'escalier de chêne. Il y avait trop d'espace dans ces corridors. Un courant d'air froid s'y glissait. On avait la sensation désolée d'être dans une église vide sous ses hautes fenêtres grillagées. Et je me réfugiais avec joie dans ma chambre simple et plaisante. J'étais au port. Un sentiment de reconnaissance gonflait mon cœur. Je m'agenouillais pour rendre grâce à qui elles étaient dues et implorer une aide secourable pour l'avenir. Les fantômes de l'inquiétude n'approchèrent point ma couche ce soir-là, et je m'endormis bientôt d'un sommeil profond. Il faisait grand jour quand je m'éveillai. Le soleil enchantait un rideau bleu, palpitait sur les murs fleuris et sur un tapis moelleux. C'était si inattendu après les planchers nus et les plâtres maculés de Lowood qu'une espérance de bonheur m'envahit, non pour ce jour, mais pour un avenir indéterminé. Je m'habillai avec soin. Contrainte à la modestie par la nécessité, je veillais pourtant à avoir une apparence soignée, à plaire dans la mesure où mon manque de beauté le permettait. Je regrettais parfois de n'être pas grande et bien faite, de ne pas avoir le nez droit, le teint rose et la bouche menue, mais d'être petite, pâle, avec des traits aussi irréguliers et aussi accusés. Pourquoi ces aspirations? Je n'en savais rien moi-même. Pourtant, dans ma robe noire à col blanc, si j'avais l'air d'une coiqueresse, je n'étais pas complètement dépourvue d'élégance. Je me jugeais digne de me présenter devant Miss Fairfax et capable de ne pas faire mauvaise impression sur mon élève. Je traversai la longue galerie feutrée de tapis, descendis l'escalier de bois soyeux et fis une pause dans le hall, m'attardant au tableau, à l'antique pendule, au lampadaire de bronze. Étrangère au luxe, je leur trouvais quelque chose d'imposant. Je m'aventurai sur le perron. Une lumineuse matinée d'automne languissait sur une allée de vieux arbres. Je contemplais la façade grise du manoir, m'amusais de voir s'envoler une colonie de corneilles qui alla s'abattre dans la prairie au-delà du parc. Seule une clôture les séparait et un bouquet d'arbustes épineux devenus avec l'âge puissants comme des chênes. Il justifiait le nom de la propriété. Au-delà, un cercle de collines enfermait Thornfield, le retranchait de l'animation de Mycote. Et seul un petit village à l'horizon grimpait à flanc de coteau derrière un rideau d'arbres. Je prenais plaisir à l'air frais du matin, à la paix du site, au croassement même des corneilles, tout en me disant que c'était une bien imposante demeure pour une aussi frêle petite vieille dame que Mrs. Fairfax lorsqu'elle parut sur le seuil. « Déjà dehors? Vous êtes bien matinale, » dit-elle en m'embrassant. « Aimez-vous Thornfield? »« Beaucoup. »« Oui, c'est un magnifique domaine. Mais je crains que tout n'aille à volo si Mr. Rochester ne se décide pas à y venir plus souvent. Les grandes maisons et la terre réclament un maître. » « Mr. Rochester? Qui est-ce? »« Le propriétaire de Thornfield. Ne le saviez-vous pas? » « Comment l'aurais-je su?
La vieille dame pensait que ce devait être un fait universellement connu ou qu'un instinct devait vous l'apprendre spontanément. Je pensais que tout ceci vous appartenait. À moi? Mon Dieu, mon enfant, à moi? Quelle idée! J'en ai la charge, c'est tout. Je suis apparentée à Mr. Rochester par mon mari. Sa mère était une Fairfax, mais je ne me considère pas autrement que son employé. C'est un maître courtois, et je n'attends rien de plus. Et la petite fille, mon élève, c'est la pupille de Mr. Rochester. Il m'a demandé de lui trouver une gouvernante, car il a l'intention de l'élever ici. La voici, qui arrive avec sa nurse. Le mystère s'éclaircissait. Ainsi, Miss Fairfax et moi étions sur un pied d'égalité. Ma position n'en serait que plus libre, et ma sympathie plus aisée. Tandis que je méditais sur cette découverte, une petite fille arrivait en courant à travers la pelouse, suivie par sa nurse. Elle était encore très enfantine, paraissait avoir 7 ou 8 ans. Elle était gracile, avec un menu visage qui disparaissait dans une abondante chevelure bouclée. Miss Fairfax l'appela. « Bonjour, Miss Adèle. Venez saluer cette dame, qui va faire de vous une personne instruite. »« C'est là ma gouvernante ?» demanda l'enfant à sa nurse. « Mais oui, certainement. »« Sont-elles étrangères ?» questionnai-je tout étonné de les entendre parler français. Sa nurse, oui. Adèle elle-même est née en France et n'a pas quitté ce pays jusqu'à il y a 6 mois. Quand elle est arrivée, elle ne savait pas un mot d'anglais. Maintenant, elle fait de tels mélanges que je ne la comprends guère. Mais je pense que vous y réussirez mieux. Par bonheur, je possédais couramment la langue, et au petit déjeuner, je lui adressai la parole en français. Elle ne fit d'abord que répondre brièvement, puis, m'ayant examiné quelques 10 bonnes minutes de ses larges yeux noisettes, elle s'ébroua dans un bavardage d'oiseaux. « Ah, vous parlez français aussi bien que Mr. Rochester, aussi bien que Sophie. Elle va être contente. Personne ici ne la comprend. Sophie, c'est ma nurse. Nous avons traversé la mer ensemble, sur un grand bateau qui fumait. J'étais malade, et Sophie, et Mr. Rochester. Mr. Rochester restait étendu au salon. Sophie et moi, nous avions des petits lits ailleurs. Je suis presque tombée du mien. Il était comme une étagère. Et mademoiselle, comment vous appelez-vous? R. Jane Eyre. R? Bah, je ne saurais jamais prononcer votre nom. Eh bien, notre bateau est arrivé au matin dans une grande ville. Une énorme ville toute noire. Pas du tout pareille à la jolie ville toute propre que j'habitais avant. Alors Mr. Rochester m'a porté dans ses bras pour passer sur une planche jusqu'à terre. Et puis nous avons tous pris une voiture et nous sommes descendus dans une maison splendide, bien plus belle que celle-ci, qui s'appelle un hôtel. Nous y sommes restés presque une semaine. Et le matin, j'allais me promener au parc avec Sophie. Il y avait des arbres, beaucoup d'autres enfants, et un étang plein de ravissants oiseaux que je nourrissais avec du pain. « Pouvez-vous la suivre quand elle parle si vite ?» me demanda Miss Fairfax. Habituée à la volubilité de Madame Pierrot, j'y parvenais aisément. « J'aimerais bien que vous lui posiez 1 ou 2 questions sur ses parents, » continua la bonne dame. « Je me demande si elle s'en souvient. »« Adèle, avec qui habitiez-vous cette jolie ville dont vous parliez ?»« Il y a longtemps, je vivais avec maman, mais elle est partie chez la Sainte Vierge. Elle m'apprenait à danser, à chanter, à réciter des poésies. Il venait beaucoup de monde à la maison,
et je dansais et chantais pour les invités. Aimeriez-vous que je vous chante quelque chose? Je lui donnai la liberté de manifester ses talents. Elle vint s'asseoir sur mes genoux, puis, joignant posément ses petites mains et levant les yeux au ciel, elle entama un air d'opéra. Il était question d'une belle abandonnée par son amant et qui, sous une feinte gaieté, joue les indifférentes. Étrange sujet pour une enfant si jeune. Les mots d'amour et de jalousie me parurent de mauvais goût sur ses lèvres candides. Mais elle chantait juste, et sa naïveté avait du charme. Puis elle me récita une fable de La Fontaine avec souplesse et emphase, en la mimant. Cela prouvait qu'elle avait été stylée avec compétence. « Est-ce votre maman qui vous a appris cette fable ?»« Oui. »« Voulez-vous que je danse maintenant ?»« Non, cela suffira. »« Après que votre maman fut partie, avec qui viviez-vous ?»« Avec Madame Frédéric et son mari. Elle s'occupait de moi, mais ce n'est pas une parente. Ils sont pauvres, je crois, car ils n'ont pas une maison aussi belle que celle de maman. Je ne suis pas restée longtemps chez eux. Quand Mr. Rochester m'a demandé si je voulais venir avec lui en Angleterre, j'ai été très contente, car il est gentil. Il me donne de jolies robes et des jouets. Mais, vous voyez, il a dit que je serais avec lui, et puis il est parti, et je ne le vois jamais. Après le déjeuner, je m'installai avec l'enfant dans la bibliothèque qui devait nous servir de salle d'études. La plupart des livres étaient sous clé derrière leurs vitres. Une seule armoire ouverte contenait tous les volumes nécessaires à un enseignement élémentaire, ainsi que des biographies, de la poésie, des récits de voyage et quelques romans destinés, je pense, à l'usage personnel de l'institutrice. Cela me suffisait amplement, habitué que j'étais à glaner quelques rares lectures à Lowood. Il y avait là un piano fort honnête aussi, un chevalet et 2 mappemondes. Je trouvais mon élève docile, mais incapable de fixer son attention, n'ayant jamais été soumise à une discipline d'aucune sorte. Je ne voulus pas trop exiger d'elle le premier jour, et aux environs de midi, je la renvoyai à sa nurse. Je m'apprêtais à monter chercher mon carton à dessin lorsque Miss Fairfax m'interpella. « Je pense que vos heures d'études sont à présent terminées. » Elle était dans une pièce dont les portes à double battant s'ouvraient sur le corridor. Les murs lambrissaient de noyer, les tapis épais, les tentures rouges, la fenêtre à vitraux étaient fastueux. « Quelle belle chambre !» m'écriai-je, car je n'avais rien vu jusqu'alors d'aussi grandiose. « Oui, c'est la salle à manger. Je fais entrer un peu d'air et de soleil. Tout devient humide dans ces pièces inhabitées. Le salon est une vraie cave. » Il parut néanmoins féerique à mes yeux si neufs. D'immenses miroirs y reflétaient des verres de bohème de clairs rubis, la neige du jardin et les flammes du feu. « Vous tenez ces pièces dans un ordre impeccable, Miss Fairfax. Pas de housse au fauteuil, point de poussière. S'il y faisait si frais, on croirait qu'on y vit tous les jours. » « Eh bien, Miss Eyre, les visites de Mr. Rochester sont aussi rares qu'inattendues. Aussi je m'arrange pour que tout soit toujours prêt à le recevoir. » Est-ce qu'il est exigeant et maniaque? Non, mais il a des goûts et des habitudes de seigneur. Est-ce que vous l'aimez? Oh oui, c'est une famille très respectée. Il a des domaines immenses qui appartiennent aux Rochester depuis la nuit des temps. Je veux dire, l'aimez-vous, lui? Je n'ai aucune raison de ne pas l'aimer. Ces gens le considèrent comme un homme juste et généreux. Mais il n'a jamais beaucoup vécu parmi eux. Mais quelles sont ses particularités et son caractère? Oh, il est irréprochable. Un peu bizarre peut-être. Il a beaucoup voyagé,
et il est très intelligent. Mais je n'ai jamais eu grande conversation avec lui. À quel point de vue est-il bizarre? C'est difficile à dire. On l'éprouve quand il vous parle. On ne sait jamais s'il plaisante ou s'il est sérieux, s'il est content ou non. Il me paraît compliqué, mais c'est sans importance, car c'est un excellent maître. Ce fut tout ce que j'obtins de Miss Fairfax. Elle semblait peu douée pour camper une silhouette, donner vie aux traits marquants d'une personnalité. À ses yeux, Mr. Rochester était Mr. Rochester, et c'était fini par là. Mes questions ne pouvaient que l'étonner. Elle me proposa de me faire visiter la maison et je la suivis. On avait amoncelé à l'étage les meubles qui s'étaient démodés. Bahuts de chêne sculpté, chaises étroites et hautes, tabourets dont s'effaçait la tapisserie. C'était le sanctuaire du souvenir, et j'aimais l'ombre et le silence, l'insolite de ces pièces, mais je n'aurais pas été tentée de dormir dans un de ces lits pesants et larges, dont quelques-uns fermés par des portes de chêne. De quoi vous donner des cauchemars à la pleine lune? Les domestiques dorment-ils ici? Questionnai-je. Non, ils occupent des appartements plus petits. Personne ne couche jamais ici. Et s'il y a un fantôme à Thornfield, c'est sûrement son royaume. C'est bien ce que je me disais. Alors vous n'avez pas de fantôme? Pas que je sache, sourit Miss Fairfax. Pas même d'histoire de revenants? Point de légende à ce sujet? Je ne crois pas. Pourtant, les Rochester ont été des violents. C'est peut-être pour cela qu'ils se tiennent maintenant tranquilles dans leur tombe. Comme elle s'éloignait, je lui demandai. « Et où allez-vous à présent, Miss Fairfax ?»« Sous les combles. Voulez-vous admirer la vue qu'on a de là-haut ?» Je la suivis encore jusqu'aux mansardes, par un étroit escalier, puis enfin par une échelle. J'étais au niveau d'une colonie de corneilles, et je pouvais regarder dans leurs nids. Au-dessous, le pays s'étalait comme une carte depuis la pelouse de velours vert qui enserrait la maison jusqu'au bois jaunissant que traversait une allée à l'abandon. Au loin, les collines couchées sous le soleil et la route étirée sous un ciel bleu finement moucheté de blanc. Aveuglé d'azur, les mansardes me parurent ténébreuses. Miss Fairfax s'attarda à refermer la trappe, tandis que je cherchais mon chemin à tâtons, et en redescendant au 3e étage, le couloir bas de plafond, étriqué, éclairé d'une seule chétive fenêtre, et sur lequel s'ouvraient 2 rangées de petites portes noires, me parut digne de quelque château de barbe bleue. C'est alors que, inattendu, un rire sonna dans tout ce silence. Un rire étrange, métallique, sinistre. Je m'arrêtai. D'abord étouffé, il éveilla un écho sonore dans la solitude. Je n'aurais su déterminer de quelle chambre il provenait. « Miss Fairfax, dis-je en la rejoignant, avez-vous entendu ce rire? Qui est-ce? Quelque servante, sans doute. Grace Poole, peut-être. L'avez-vous entendu? Insistai-je. Oui, parfaitement, je l'entends souvent. Elle fait de la couture dans l'une de ses pièces. Lee est parfois avec elle, et elles sont bruyantes. Le rire reprit, bas, monocorde, puis s'étouffa dans un murmure. « Grace !» appela Miss Fairfax. Je ne m'attendais pas à voir apparaître de Grace d'aucune sorte, tant ce rire était tragique, surnaturel. Mais il était midi, l'heure n'était pas propice aux fantômes. Je trouvais ridicule l'inquiétude qui m'avait saisi. Une porte s'ouvrit, une femme dans la trentaine apparut, rouquine, puissante et laide.
aussi peu romantique ou fantomatique que possible. Que de bruit, Grèce! N'oubliez pas les ordres reçus. Grèce s'inclina en silence et referma la porte. C'est une aide que nous avons pour lit. Elle n'est pas parfaite, mais elle fait l'affaire quand même. Et comment vous êtes-vous entendu avec votre élève? La conversation dévia ainsi sur Adèle, qui nous attendait d'ailleurs en bas, pour nous annoncer que le repas était servi. Chapitre 12. Rien ne vint démentir l'accueil paisible qu'on m'avait fait à Thornfield. La vie m'y était douce. Mrs. Fairfax était bien ce qu'elle paraissait être, une femme avenante, d'humeur égale, de bonne éducation et d'intelligence moyenne. Mon élève était une enfant pleine de vie, parfois capricieuse parce qu'elle avait été gâtée. Mais comme personne ne s'interposait entre elle et moi, elle devint bientôt docile et appliquée. Aucune originalité ne la distinguait d'une autre enfant de son âge, mais aucun vice ne l'habitait non plus. Elle faisait des progrès raisonnables et me témoignait une vive, sinon très profonde affection. D'autre part, son joyeux babil et sa bonne volonté m'attachaient à elle, de sorte que nous étions satisfaites l'une de l'autre. J'éprouvais donc une sollicitude consciencieuse envers Adèle, de la reconnaissance envers la bonne Mrs. Fairfax, un plaisir tranquille en sa compagnie. Pourtant, parfois, lorsque je me promenais seule au jardin ou que je montais sous les combles pour contempler le ciel, qui de là-haut paraissait plus vaste, une nostalgie me poignait. J'avais le désir de l'animation des villes, de vivantes régions, dont je savais l'existence sans en rien connaître. Nombreux ceux qui m'en blâmeront, qui me décrèteront insatisfaite. Je n'y pouvais rien cependant. Une anxiété native m'agitait, un besoin d'action me brûlait. Je libérais mon imagination sur l'inconnu du monde, l'univers de l'expérience, tout cela jusqu'à la souffrance. Il est vain de croire qu'une vie paisible doit suffire à un être humain. L'essence de la vie est dans l'action, et si on ne l'a pas, on la crée. Ils sont légion ceux en qui gronde la révolte contre une destinée par trop calme, et l'on croit, à tort, que celle-ci doit combler une femme. Les esprits étroits trouvent qu'elles doivent se contenter de tricoter des chaussettes, de faire des puddings ou de jouer du piano, alors que, tout comme les hommes, elles aspirent à éprouver leurs facultés intellectuelles, à pousser la recherche au-delà de ce que l'usage permet à leur sexe. Et tandis que je m'abandonnais à mes rêveries solitaires sous le toit, le rire de Grace Poole transperçait le silence. Parfois j'entendais des murmures plus extravagants encore que son rire et des bruits incompréhensibles. Parfois encore, je la rencontrais sortant de la chambre avec une assiette ou un plateau. Son aspect éteignait la curiosité que suscitait sa bizarrerie verbale. J'essayais pourtant de lier conversation avec elle. Mais elle n'était pas loquace, et ses réponses, des monosyllabes, coupaient court à toute tentative. 3 mois passèrent. Un après-midi de janvier, Miss Fairfax me pria de dispenser Adèle de sa leçon parce qu'elle était enrhumée. Adèle renchérissait avec ardeur et, me souvenant du plaisir que j'avais, enfant, d'un jour de congé inespéré, je l'accordai. C'était un beau jour paisible mais glacial. J'étais restée toute la matinée dans la bibliothèque. Aussi, comme Miss Fairfax venait d'écrire une lettre, je m'offris pour aller la lui poster, tentée par une promenade de 2000 dans ce clair jour d'hiver. La route était déserte et durcie par le gel. Je hâtai le pas pour me réchauffer, puis je ralentis pour savourer ma promenade. Il était 3 heures,
mais le soleil baissait déjà. Le chemin, fleuri d'églantines en été, paré de mûres en automne, n'offrait plus que le trésor oublié de quelques baies de corail. La solitude faisait son charme, ainsi qu'un silence feutré dû à ce qu'aucun buisson n'y retenait le souffle du vent. Seul, parfois, un oiseau brun tombait d'une branche nue, pareille à une feuille morte. À mi-chemin de la route qui montait à Aix, je serrais mon manteau autour de moi et enfouissais mes mains dans la tiédeur de mon manchon. Je m'assis sur une pierre sans ressentir le froid qui avait saisi les bords du ruisseau. Je regardais Thornfield et ses passades, sur lesquelles le soleil couchant effeuillait ses pétales cramoisis. La lune, pâle encore, blanchissait la colline. Les bruits les plus ténus s'amplifiaient dans tant de silence, et j'écoutais longuement une eau très lointaine apporter jusqu'ici le murmure de sa vie. Puis un trot, encore distant, le recouvrit, et ce claquement métallique eut raison de son doux bruissement, comme, dans un tableau, un rude premier plan distrait des lointains délicats. Tandis que ce rythme se rapprochait, un gros chien me frôla. Il précédait un homme à cheval qui eut au fait de dépasser l'endroit où j'étais assise, lorsque j'entendis le bruit d'une chute et une exclamation. La bête avait glissé sur une plaque de verglas, et l'homme était sous son cheval, s'efforçant de dégager son pied de l'étrier. Quant au chien, il vint vers moi, en aboyant, réclamer de l'aide. Son maître se débattait avec une telle énergie qu'il ne semblait pas gravement blessé. Pourtant, je lui posai la question. « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Je crois bien qu'il jurait. Ce qu'il marmonnait ne s'adressait toutefois pas à moi. « Que puis-je faire pour vous ?» hasardai-je. « Tirez-vous un peu de côté » dit-il en se relevant. Le cheval se releva aussi, et le chien fut calmé par un « Assez, pilote !» Mais le voyageur se tâtait la jambe, et tout n'allait pas apparemment très bien, car il alla s'asseoir à l'endroit que je venais de quitter. Je me sentais d'humeur serviable, et m'approchais de Rechef. « Voulez-vous que j'aille chercher du secours à Thornfield, ou à Aix ?»« Merci, ça ira. Je n'ai rien de cassé, seulement une foulure. » Pourtant, il ne put retenir un cri de douleur en posant son pied à terre. Il faisait encore assez clair pour que je puisse le détailler. Il portait une veste à col de fourrure, de taille moyenne et très large d'épaules, le visage dur et le sourcil épais. Il paraissait avoir environ 35 ans. Tel qu'il était, il ne m'intimidait guère. Me serais-je trouvé devant un beau cavalier, un héros de roman, je n'aurais pas offert mes services. Si cet inconnu eût été aimable, j'en aurais été gêné. Mais il était rude et avait l'air furieux. Aussi, lorsqu'il me fit signe de partir, j'insistai. Je ne peux pas vous laisser seul à une heure si tardive, sur ce chemin désert, sans m'être assuré que vous pouvez remonter sur votre cheval. Je pense que vous devriez vous-même être à la maison, dit-il en me regardant pour la première fois. D'où venez-vous? De là, en bas. Et je n'ai pas peur quand il y a la lune. J'irai très volontiers jusqu'à Aix si vous le désirez. À vrai dire, j'y vais de toute façon, mettre une lettre à la poste. Là, en bas? Vous voulez dire de cette maison à créneaux? Dit-il en désignant Thornfield. Oui, monsieur. À qui appartient-elle? À Mr. Rochester. Vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais vu. Il n'habite donc pas là? Non. Pouvez-vous me dire où il est? Je ne le peux pas. Vous n'êtes donc pas une servante du manoir? Vous êtes... Et il m'examina. Mon habillement simple n'était pas révélateur. Il ne trouva pas, je l'aidai. Je suis l'institutrice.
Ah, l'institutrice. Le diable m'emporte. Je l'avais oublié. L'institutrice. Il me regarda de nouveau avec curiosité. Je ne puis vous envoyer chercher de l'aide, mais si cela ne vous ennuie pas, aidez-moi vous-même. Volontiers. Tâchez d'attraper mon cheval par la bride et amenez-le-moi. Vous n'avez pas peur? Seul, j'aurais eu peur d'un cheval, mais il avait un ton d'autorité qui m'en imposait. J'approchai donc de l'animal, mais il était fougueux et ne me laissait pas toucher sa tête. Je fis plusieurs tentatives, tout à fait vaines. Le voyageur attendait en contemplant ce spectacle, puis il se mit à rire. « Je vois que la montagne ne viendra pas à Mahomet. Il faut donc aider Mahomet à aller à la montagne. Prêtez-moi main forte, je vous prie. Pardonnez-moi, mais la nécessité m'oblige à me servir de vous. » Il posa sur mon épaule sa main puissante et boita jusqu'à son cheval qu'il maîtrisa aussitôt. « Maintenant, dit-il, lorsqu'il fut en selle après avoir grimacé de douleur, passez-moi ma cravache. Elle est tombée dans la haie. » Je la lui tendis. « Merci. Et à présent, dépêchez-vous d'aller mettre votre lettre à la poste et de rentrer plus vite encore. » Il éperonna et disparut. Je poursuivis ma marche. Cet incident minime, dépourvu de romanesque, était pourtant une étincelle dans ma vie monotone. On avait sollicité mon aide. Si mince qu'ait été cette action, elle me rendait pesante mon absolue passivité de chaque jour. Et ce nouveau visage, ferme et ombrageux, appartenait déjà à la galerie de tableaux qu'est le souvenir. Ses traits s'imposaient à moi, tandis que je me hâtais sur le chemin du retour, et, en repassant à l'endroit où il m'était apparu, je tendis l'oreille pour surprendre un trot de cheval. Mais la haie était silencieuse et droite sous la lune, et le vent ne bruissait qu'au loin dans les arbres de Thornfield. Là-bas, une fenêtre brillait, me rappelant qu'il était tard. Je n'avais pas envie de rentrer, de retourner à ma stagnation. Je redoutais de traverser le hall vide, de grimper l'escalier sombre, de retrouver au coin du feu ma tranquille petite vieille dame et ma chambrette solitaire. Tel un homme assis trop longtemps dans un fauteuil confortable aspire à se dégourdir les jambes. Je souhaitais que la tempête amère de la vie m'eût suffisamment roulé dans ses vagues pour me donner le goût de ce calme qui me pesait. Je m'attardais au portail. Je déambulais dans l'allée. Les volets de la porte-fenêtre étaient fermés. Je ne voyais rien à l'intérieur, et mon regard avait la seule nostalgie du vaste ciel dont le lac sans nuages étalait les profondeurs bleues au-dessus de moi. Pourtant, ce sont toujours les choses insignifiantes qui vous ramènent à la réalité. L'horloge sonna dans le vestibule, et je poussai la porte. Dans la salle à manger entr'ouverte, j'aperçus un feu éblouissant qui faisait miroiter les chenets de cuivre, le marbre du foyer et le satin des meubles. Comme on fermait la porte, j'eus encore le temps de discerner un groupe qui bavardait gaiement. Je me hâtai vers le salon de Miss Fairfax, mais elle n'y était pas. Assis, bien droit au coin du feu, fixant gravement la flamme dans la cheminée, un grand chien à longs poils noirs et blancs me parut familier. « Pilote !» appelai-je. Il se leva, me renifla amicalement et remua la queue. Je sonnai car j'avais besoin d'une chandelle. Mais j'avais plus encore besoin d'un petit compte-rendu sur cette visite. Lee entra. « Qu'est-ce que c'est que ce chien ?»« Il est avec le maître. »« Le maître ?»« Mr. Rochester vient d'arriver. »« Vraiment ? Est-ce que Miss Fairfax est près de lui ? » ?»« Oui, et Miss Adèle. John est allé chercher le docteur.
car monsieur a eu un accident. Son cheval est tombé sur le verglas. Ah, Lee, vous seriez gentil de m'apporter une bougie. Elle me l'apporta et je montai.